Je me suis aperçu, il y a plusieurs années, que au printemps, j'aimais bien faire les campagnes, le bilan de la santé des arbres en général. Et je me suis aperçu que d'année en année, les arbres dépérissent, mais d'une manière inquiétante. Plus de fleurs, plus de feuilles, enfin bref, on pouvait prétendre que c'était un mauvais passage. Mais en réalité, chaque année, il y a toujours une décadence de la santé des arbres. Tel que cette année, j'ai vu un frêne qui était en parfaite santé les autres années et il a complètement dégénéré. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. J'ai regardé le tronc, la sève ne me passe même plus. Et alors là, c'est un arbre qui est condamné à mort et pourtant c'était un arbre réellement superbe. Je me suis promis de faire, disons, une allusion au le pourquoi et le comment. Mais il y a autre chose. J'ai visé, disons, l'acharnement de faire disparaître les arbres, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai écrit une table des matières. Premièrement, les arbres de Noël, cette manne inespérée pour la santé de notre terre arable. C'est le premier. Bon. Deuxièmement, la mer, les océans, cette mine inépuisable des 92 éléments de la substance terrestre, se trouve dans les eaux diluées sous forme de liquide, assimilable directement par la terre arable. Troisièmement, rendre hommage au grand bétail, à la basse-cour et aux produits forestiers. Quatrièmement, les produits de la boulangerie. Cinquièmement, les feuilles mortes des parcs, des produits maraîchers, des produits forestiers, des produits laitiers. Sixièmement, le problème de l'eau qui est à la source de la vie. Septièmement, pour que l'âme de la terre reprenne vie, plantation des essences forestières, des arbres fruitiers et le respect de l'espace vital de chaque espèce qui apporte les substances indispensables à la terre. Les sapins de Noël sont des trésors que le genre humain a dédaignés. Ils nous procurent la joie familiale. Ils nous procurent aussi les rassemblements de toutes les familles. Voilà. Son absence de logique, le genre humain a dédaigné ce précieux trésor. Son absence de logique et de son orgueil inné l'ont détourné de sa voie et lui ont donné une fausse direction dans son existence de tous les jours par le manque de sagesse, d'humilité et de prudence. Il aura failli, sans le savoir, à sa véritable mission dont les clés de voûte sont incontournables. Les sapins de Noël suscitent beaucoup de travail. Noël, c'est 2 jours de fête intensive. Et le jour de l'an, également, 2 jours intensifs pour le changement de l'année. Mais qui a une communion d'âmes végétales non négligeables, qui font rajouter, on arrive à un nombre hallucinant qui se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'arbres, cumulés sur plusieurs années, de grandeurs diverses, 2 mètres, moyens et petits. Bien entendu, le prix de chaque arbre est évalué par sa grandeur,
là où on peut être interpellé est ceci. Le 26 décembre, après les fêtes royales de Noël, les arbres de la Nativité jonchent les rues des trottoirs des grandes villes. En mémoire, il est un devoir de rendre un grand, vibrant hommage au Christ qui a donné sa vie à la Nativité. Voilà. De cette grande fête chrétienne, l'enfant ainsi né est surnommé l'agneau qui va se sacrifier pour sauver toute l'humanité sans exception, et sa mort sur l'arbre patibulaire de la croix. Il aura connu la flagellation, la crucifixion, pieds et mains perforés par les clous, et pour finir, recevoir le coup de lance, le coup de grâce. Les arbres ainsi récoltés, alors qu'au départ ils étaient abandonnés le long des trottoirs, destinés à être broyés à la déchetterie, un peu à la période légale. Chaque année, près de 7 millions de sapins sont abattus. Chaque année, pour les fêtes de Noël, je répète, de sorte le rituel que cet arbre signe en France les retrouvailles familiales, joie et aussi angoisse. Il signe un morceau de nature qui réchauffera les cœurs au beau milieu de l'hiver. Le sapin de Noël est beaucoup associé à beaucoup de choses. C'est bien le propre des symboles. Ça sent le sapin et la résine qui coule par la chaleur du feu. Ce sang végétal qui s'écoule goutte à goutte et qui donne une bonne odeur indéfinissable et de fraîcheur et de pureté. Lorsque je gardais les troupeaux, j'observais les animaux sur le terrain. Mais attention, a été attiré sur le comportement des animaux dont j'en avais la garde. Les chèvres avaient une préférence pour les conifères. Les aiguilles de pin, de sapin, ils étaient insatiables. C'était une gourmandise gratuite pour elles. Bon, depuis des années que je donne mon temps pour récolter les sapins de Noël, selon mes calculs, j'ai redonné une seconde vie à ce jour à plus de 7000 arbres de Noël. De 7000 vies à ce jour, plus de 7000 arbres de Noël, près de 7000 ont été préservés, disons, le fruit assez positif de mon intervention, de travail bénévole pour la noble cause. Et aussi sans véhicule. Après la fermeture des conteneurs, récupérant les conifères, les arbres étaient abandonnés à leur sort, sur le trottoir, sans aucune hésitation, sur l'ensemble du territoire. On peut évaluer le sapin de Noël après la récolte finale, de 3 millions qui pourraient être encore récupérés. Ainsi, on pouvait leur donner non seulement une seconde vie, mais plusieurs vies. Je m'explique. Sans exagération, ce nombre pourrait alimenter un important troupeau de chèvres pour les aiguillons et les bourgeons des conifères, qui pourraient alimenter un important troupeau de chèvres sur l'ensemble de notre territoire. Et ceci pendant près de 7 mois. Ils pâturaient les aiguillons, les bourgeons et les fines ramures. Les autres ramures
plus grosses pourraient être alimentées par les gros aliments des eaux, tels que le sillage des grandes villes, comme le rhinocéros, les éléphants, les hippopotames, ouais, et les gros fûts de ces arbres de Noël, on pourrait les remettre, disons, grossièrement, en faire des paillassons. Mais là, il faut les mettre dans les sols acides, parce que les conifères, c'est les sols acides qu'ils préfèrent. Voilà. Alors là, il y a, je répète, on pourrait alimenter un important troupeau de chèvres, ensuite les moutons pourraient prendre une partie, ils pâturaient les aiguillons, les bourgeons, les fines ramures, les autres ramures plus grosses à alimenter les gros animaux des eaux, dans le sillage des grandes villes, des parcs zoologiques, tels que les rhinocéros, les éléphants, les girafes, mais aussi là où il y a les ânes, hein, dans ce que l'on pourrait appeler les grandes fermes. Il y a les ânes, il y a les mulets en montagne, et il y a aussi les vaches aussi qui prendraient plaisir à les pâturer. Voilà. Bon, ensuite, dans 20 arrondissements, les mairies disposent de très gros arbres, mais alors des véritables arbres. Il a fallu à la nature au moins près de 20 ans pour les faire, hein, qui vont être abattus lâchement. Bon, une fois les fêtes terminées, on pourrait en faire une paillasse réelle, hein, en guise d'engrais. Et je le répète, pour les sols acides, ce sont des conifères. Avec la joie de Noël et le jour de l'an, le nombre de chèvres serait par milliers. Hein. Sans donner, parce qu'il y a les chevreaux, il y a pas mal de petits allées où on ne pourra pas mettre un nombre exact, mais des milliers de chèvres, oui. Là, il n'y a aucun problème, sur des millions et des millions d'arbres de Noël. Alors, il y a un avantage, ces bêtes qui vont consommer les conifères vont nous donner du bon lait, du fromage, ils vont nous donner leur peau et ils vont nous donner également leurs os aussi. Hein. Rien ne sera perdu, tout est un recommencement. Je pense que ça serait une économie pour notre sol. La nature peut s'auto-guérir d'elle-même. Elle n'a pas besoin du genre humain, hein, dont la plupart de nos contemporains sont en désaccord et en perpétuelle contradiction avec eux-mêmes. À savoir, on peut admirer cette diversité des formes et des existences que révèlent la mer et les océans. Lorsque les poissons, les invertébrés marins, lorsqu'ils forment notre nourriture, nous apportent du même coup la richesse même de la mer. Que l'on en juge en se souvenant de ce que contient la mer, 92 corps simples connus, dont certains à l'état de traces, comme l'argent, l'aluminium, l'arsenic, l'or, le barium, le bismuth, le cadmium, le cobalt, le chrome, le césium, le gallium, le germanium, le lantanie, le lithium, le platine, l'antimoine, le scandium, le sélénium, le titane, vanadium, l'iridium, l'azote et le strontium.
le silicium, le zinc, le plomb, l'uranium, le nickel, le mercure et le radium, etc. Ce fortifiant est d'essence divine, sur la richesse de l'eau de mer. Voilà, de l'eau de mer. Il faut conclure que tous les êtres vivants du monde marin, imbibés de tous ces éléments, bienfaisants dans la construction biologique, ainsi bien que du poisson, des invertébrés, des coquillages, la générosité, la généralité des arêtes, des nageoires, la peau, colonne vertébrale, bref, des tissus mous, solides dans les tissus minéralisés, dus à la chimie de l'eau de mer, qui est saine et sainte. Voilà. Outre les coquillages, retenons tout cela, passons chez les poissonniers. Chacun d'entre eux met au rebut chaque jour pour 30 kg de déchets. 30 kg par 300. Bon, ça fait 9 tonnes. Chiffre à multiplier par le nombre de magasins. Il existe en France 5000 poissonneries. Bon, et n'oubliez pas que dans tout le littoral français, il y a 4000 km avec des cimetières de coquillages à perte de vue. 4000 km. Au service des soins de la terre, soudain apparaît une solution. En une année, ces milliers de tonnes de coquillages, tous invertébrés confondus, et crustacés riches en magnésium et en silice, et les différents poissons osseux, les gros poissons, réduits en farine, pourraient donner un engrais tout à fait exceptionnel. Voilà. Cartilage et sur tous les grands étalages, les poissonneries, ils représentent une quantité extraordinaire de déchets, réalisables, comme on pourrait en refaire. C'est une mine d'or pour la terre. Voilà. Ces produits de la mer dont j'ai adressé la liste, une fois consommés, nous laissent en effet la moitié de leur poids en coquille. Carapace, os, cartilage, arêtes, peau, que faire de ces matériaux si riches qui contiennent une mine à l'état purement minéral? De nombreux minéraux et oligo-éléments, même en traces. Le tout pourrait être broyé, réduit en poudre, en farine, dans un mortier adopté, formant un engrais naturel incontournable d'une qualité inégalable, que le verbe ne peut chercher les mots qui conviennent pour l'enrichissement de la terre. Une manne qui vient du ciel. Il y a mieux. Les viscères et les pancréas pourraient être harmonieusement venir en aide à la médecine. Quant à la peau des thons, des requins, des congres, des mérous, des espadons, tous des gros poissons cités, pourraient restaurer en les enfouissant sur la terre, dans les entrailles de la terre, de nombreux éléments chimiques en une même loi fait autorité dans la nature, tout se transforme, rien ne se perd. C'est les thèses de Lavoisier. Voilà. Le minéral, le végétal, l'animal ne font qu'un. La France dispose, alors je le répète, 4000 km de littoral. Je le répète encore, parce qu'on a du mal à y croire.
hein. Et des milliers de personnes consomment en effet dans les grandes quantités des produits de la mer, dans les restaurants du littoral, hein, et dans les restaurants de la mer du Nord, de la Manche, côté Atlantique des Landes, et de la Méditerranée, 4000 km. Les côtes que l'on y pense uniquement dans le bassin Arcachon, 7 à 12 000 tonnes de coquillages. Sachant qu'une huître qui vit 7 ans, il aura fallu puiser dans l'écume de la mer également 560 tonnes de mer pour faire un sabot, c'est-à-dire une grosse huître, hein, de 300 grammes, 300-400 grammes, hein, un cumul de matière minérale invraisemblable. Voilà. Rendre hommage au grand bétail, à la basse-cour et aux produits forestiers. Alors, il existe en France 22 000 boucheries normales. Il faut rajouter 500 boucheries chevalines, ce qui fait 22 700. Bon, et il faut savoir que chaque boucherie met au rebut 50 kg de viande. Bon, il faut multiplier 22 500 boucheries par 50 kg de viande, ce qui représente des milliers de tonnes. Voilà, c'est pas la peine de semaine. Et en un an, nous obtenons des os en plus. Il faut savoir que les Français consomment plusieurs tonnes de volailles. Alors, par milliers pour le grand bétail, hein, et également plusieurs tonnes des volailles de basse-cour. Voilà. Ce qui donne à un an un rebut de 2000 tonnes de basse-cour, d'os de basse-cour, que les Français consomment chaque année. Tout confondu, lapin, canard, poule, oie, canard, barbarie, pintade, pigeon. Pas oublier aussi qu'il y a les produits de la chasse, sanglier, cerf, biche, chevreuil et tout ça qui redonnent des os que l'on pourrait réutiliser. Voilà. Bon, et alors là, on a un véritable apport d'engrais naturels hors du commun. En réduisant les os, les cartilages en poudre, on peut réellement donner un engrais en complément avec les autres engrais que j'ai décrits par la mer et les sapins de Noël. La France avait au temps jadis 17 500 boulangeries traditionnelles, artisanales. Pour une seule boulangerie, il faut admettre 7 kg de produits en moyenne nobles par au rebut. En une année, il faut calculer 17 500 tonnes multipliées par 7, ça fait l'équivalent de 122 500 tonnes. 122 500 tonnes, en un an, hein, pour les 17 500 boulangeries. Où l'on peut réutiliser et alimenter les animaux de la création et même les animaux domestiques. Les poules, les canards, les oies, mais ils bouffent tout. Hein. Moi j'ai vu ça, le pain, quand il est très dur, on le met dans l'eau pure, là, et puis ils mangent tout ça. Hein. Donc tout est réutilisé en boulangerie.
où l'on peut réutiliser et alimenter les animaux de la création et même les animaux domestiques, oiseaux de basse-cour. Ceci pour éviter les pertes et même les animaux de la forêt qui peuvent manger, tels que les oiseaux, qui ne rechignent pas à la besogne. Bon. La nation française était la première puissance forestière d'Europe, mais à part la Russie, dont la superficie territoriale était de 4 millions de kilomètres carrés, contre 551 000 kilomètres carrés pour la France. Grâce à ces multiples essences forestières, le pays ne connaissait en aucune manière la pénurie des sources d'eau pure potable. Les incendies étaient pratiquement inexistants. Le feu était pratiquement nul. Le feu était pratiquement maîtrisé, interrompu. Rien à voir avec les destructions massives, impressionnantes que nos contemporains de l'ère moderne connaissent. Bon, un mal pratiquement irréversible. Irréparable. Le problème de l'eau se pose inévitablement avec toutes les conséquences. Voilà. Naître, mourir, renaître, telle est la loi. Curieusement, les arbres obéissent à cette loi, mais aussi à un précepte, un commandement sacré, le 34e commandement du taoïsme, des 7 églises d'Asie: tu ne brûleras pas les pâturages et les forêts de montagne. Bon, lorsqu'arrive l'automne, les arbres perdent leur chevelure. Que deviennent les feuilles? Mortes. Dans toute la forêt française, les couleurs sont vives: jaune, vif, orange, rouge, sang, qui est fait par l'imopyrole, la substance imopyrole qui donne la couleur rouge. Le paysage est saisissant au fur et à mesure que les feuilles tombent une par une, feuille par feuille, parfois par tourbillon et en grand nombre. Le sol se jonche, est tapissé sur une grande épaisseur, s'accumulent sur le sol les feuilles des arbres. Principale de ces parures qui jonchent le sol est enrichie et qui a enrichi la terre. Là où l'herbe ont grandi et ont atteint un âge respectable, qui vont donner à ces géants de grande taille une santé harmonieuse. Dans la nature, en pleine forêt, c'était ça. Là où je gardais les troupeaux, c'était tapissé sur 50-60 cm à certains endroits. Il n'y a pas que les forêts, les arbres, les parcs, les villes, des villages, des chemins bardés d'arbres qui y laissent leur parure que les cantonniers ramassent par tombereaux. En poids, il s'agit des tonnes de feuilles mortes que pourrait donner un humus d'une très grande qualité, un engrais naturel de premier choix. Voilà. Venant au secours des terres carencées, mais il y a encore un détail que l'on pourrait rajouter. Un travail de titan pour les gens de la terre. Et malheureusement, on est passé à côté. Simplement, sans aller plus loin, au jardin du Palais Royal, à Paris, 40 000 tonnes de feuilles sont ramassées dans la capitale et dans l'ensemble des 20 arrondissements de la capitale, mais aussi dans toutes les grandes villes. Je répète encore. Bon, c'est des milliers de tonnes de feuilles que l'on jette comme une poignée de sottises. Alors que l'on pourrait tout récupérer pour faire un humus, un engrais incomparable disons, des arbres forestiers vivant sur notre territoire.
Et ne pas oublier que dans les petits villages, les paysans, hein, ils mangent le chou, les trognons de chou, les trognons de salade, les mannes de carottes, de betteraves rouges et tout ce qui s'ensuit, au pied des arbres, pourraient être réutilisés en engrais naturel. Et encore mieux, il y a peut-être des animaux qui vont s'engouffrer, hein, et qui donneraient par leur déjection des engrais naturels aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? La vie est simple, hein. On s'est compliqué l'existence. Merde alors, hein. Oh, excusez-moi, je ne suis pas poli, hein. Alors l'eau est un problème beaucoup plus spécifique. C'est la source de toute vie. Bon, l'eau, quand on pense à l'eau, c'est quelque chose insignifiant. Et pourtant, c'est quelque chose de sacré. Bon, regardons par exemple, une brebis va boire pour faire son lait 2 litres, 3-4 litres d'eau. Hein, en période d'été, c'est 4 litres d'eau qu'ils vont boire. Hein. Bon, ils vont donner 2 litres, une brebis va donner 2 litres de lait par brebis. Hein. La chèvre un peu plus quand même, hein, en matière de lactation. 3 litres 5. Bon, la vache, 19 litres, 20 litres. Hein. Mais alors, il faut comprendre, pour donner un tel lait de qualité, hein, les vaches pâturaient la bonne herbe, riche en eau, hein, et ils allaient également boire dans les torrents de montagne. Voilà, c'était ça. Hein. Et là, ça faisait un lait de première qualité. 1 litre de lait de vache contient 100 000 leucocytes. Hein. C'est un contrepoison. La brebis, c'est 2 litres, et il y a un contrepoison contre les venins de serpent. Il faut compter que dans le littoral, une bonne huître que vous allez manger à Noël, hein, il a fallu 7 ans pour la faire, l'huître. 7 ans. Hein, et sachant qu'à 1 an, l'huître va ponctionner calcium, phosphore, magnésium pour, disons, renforcer la valeur, la dureté de la coquille. Hein. Mais il a fallu, quand vous allez la consommer, 7 ans, c'est-à-dire 560 tonnes d'eau de mer qu'il a fallu pour faire une bonne huître. C'est quelque chose d'incomparable. Et il n'y a pas que, il y a les coquilles Saint-Jacques, même Tobo, hein, pareil. Hein. Une coquille Saint-Jacques, il faut 7 ans pour vraiment avoir quelque chose de convenable. Hein. Et il a fallu 560 tonnes de mer, et sans compter les palourdes, les praires, tout ce qui a trait, les couteaux, très riches en silice. Hein. Bon, ben, tout ça, c'est grâce à l'écume de la mer, l'eau de la mer, voilà. Hein. Et là, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, il faut le répéter parce que quand on voit certaines choses, c'est incroyable que l'eau, c'est la vie. Sans eau, on va disparaître, c'est tout. Comme vraiment des bons à rien. On n'a pas su avoir la sagesse de reconnaître tout ce qui était beau et noble. Voilà, incroyable. Et il ne faut pas oublier que l'eau, ça a été le sacrement de baptême, hein, le sacrement de pénitence et l'Eucharistie. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. Donc vous voyez, alors les gens, ils vont communier, ils ne savent même pas ce qu'ils font, des fois. Et alors, pour l'eau, ça n'a pas de prix, l'eau. C'est plus formidable que l'or, que le diamant. Hein. L'eau, c'est vraiment le plus grand trésor que l'humanité ait. Avec le soleil qui donne le mûrissement
du légume et des fruits. Voilà. Ce sont les anges de la terre et les archanges de la terre. Il ne faut jamais oublier que à Lourdes, des millions et des millions de personnes viennent en pèlerinage et ils vont se baigner dans l'eau miraculeuse de Lourdes pour obtenir une guérison spécifique à leurs maux, morale, spirituelle, intellectuelle et corporelle. Pour que l'âme de la terre reprenne vie, plantation des essences forestières, des arbres fruitiers et le respect de l'espace vital de chaque espèce animale qu'apportent les substances indispensables, le végétal. Alors les engrais naturels tels que les bousses de vache, le crottin de cheval, âne, mulet, excréments de chèvre, de mouton, de porc, les excréments de volaille, de lapin, oie, canard, dindon, les gadous qui sont les excréments solides mais aussi les excréments liquides provenant du bétail et de la basse-cour. J'avais oublié de dire que pour que ces excréments solides et liquides des animaux de bétail et de basse-cour soient réellement fiables, il faut que ces animaux soient nourris d'une manière naturelle, sans produits chimiques, et d'une manière tout à fait spécifique à leur nature. Ensuite, la boisson, c'est de l'eau tout à fait naturelle, des torrents de montagne. Et là, ça donne des engrais spécifiques et d'une très grande qualité hors norme. Et que là, avec ce respect de cette création, l'homme, disons, vaincra toutes les maladies. Il ne faut pas hésiter de redonner à la terre ce qu'on lui doit et ce qu'on lui a volé. Il faudrait des plantations, des essences forestières, des arbres fruitiers et le respect vital de chaque espèce animale qui apporte les substances indispensables. Lorsque l'on observe les arbres, quelle que soit leur localisation, un sentiment que ces monuments de vie ont perdu de leur superbe datant, ils peinent pour retrouver leur second souffle. D'année en année, ils perdent du terrain. Ainsi, ils meurent progressivement, cellule par cellule, miette par miette. Désagrègent progressivement pour connaître une lente agonie de souffrance et décèlent pas naturellement, mais par la main de l'homme, coupable de cette hégémonie du règne végétal. On peut noter une profonde similitude avec les incendies qui ont ravagé les beaux paysages de nos campagnes montagnardes, littorales, plaines, pas seulement par le règne végétal, mais toute la création respective et entière. L'arbre a une âme qui lui est propre, comme l'eau, comme tous les produits de la création. Arbres et toute la création ont une âme qui leur sont propres, un esprit, une sensibilité qui leur sont en propre. Il lui faut des espaces vitaux pour qu'ils s'épanouissent harmonieusement. Il en est de même pour la faune sauvage. Les Indiens d'Amérique du Nord, les Amérindiens, avaient également compris à laquelle la décadence pour l'ensemble des tribus qui résultait leur propre déclin dans ces conceptions de l'espace. L'espace n'est pas seulement la puissance, c'est la liberté, la santé et la joie de vivre.